Écoute, je trouve que sur cette photo, tu as un très beau chapeau. T'as très belles lunettes. Ah, c'est gentil. Moi, j'ai essayé de laisser le doute, tu vois. Bien. Lançons-nous. Alors, bonjour à tous. Bonjour. On va commencer par se présenter. Quentin, qui est consultant inbound. Marketing, c'est ça, chez ICO. Voilà, consultant marketing. On va essayer d'éviter les anglicismes. Voilà. Et pour ma part, je suis le fondateur d'Ecosystème et je m'occupe notamment du marketing et du contenu. Voilà. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire un webinar de 30 minutes. On va essayer d'être très concentré. Concentré en termes de contenu. Vous pouvez être déconcentré derrière votre écran si vous le souhaitez. Il y aura bien sûr un replay. Et il y aura les slides. N'essayez pas de cliquer là dans la page de visualisation. Pour l'instant, les slides, je ne les ai pas mis encore et je les mettrai en début de matinée. De toute façon, on vous préviendra. Voilà. Ce qui est très important, donc on va faire 30 minutes, on va essayer de vous délivrer un contenu concis. Et puis ensuite, on va laisser du temps pour des questions-réponses qui peuvent aller encore 15-20 minutes, on verra selon le type de questions qu'il y a, le nombre de questions qu'il y a. Donc, comment on pose des questions? C'est très simple, vous voyez là où vous êtes sur la vidéo, en dessous, il y a il y a une espèce de petit forum. Vous posez les questions ici, et ensuite, on va pouvoir y répondre à la fin. Mais il faut le faire progressivement pour qu'effectivement, on ait de la fluidité sur la fin de la session. Très bien. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment, en fait, je pense, d'avoir une vision à la fois stratégique et aussi pratique de qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre, qu'est-ce qu'on peut espérer en fait d'un webinar, qui sont vraiment aujourd'hui des très bonnes machines de conversion qui vont attirer beaucoup de prospects. L'enjeu, je pense que si on fait des webinars aujourd'hui, c'est pour attirer des prospects, c'est pour que les commerciaux aient finalement des conversations avec des prospects. Donc on va en fait regarder aussi bien ce que c'est qu'un webinar, ce qu'on peut en attendre, et ce que les commerciaux, quand on aura bien raffiné et bien déroulé le cycle de vente, ce que eux pourront aussi en attendre en termes de conversation, de rendez-vous avec des prospects. D'ailleurs. Donc on avait eu beaucoup de questions d'abord sur les webinars, je vais juste refaire ça en termes de légitimité, on va vous présenter des chiffres et notamment on a quand même pas mal d'expérience quand même ces dernières années sur les webinars et donc on va vous montrer des chiffres. Il faut suffisamment de chiffres et suffisamment d'audience et suffisamment d'engagement pour pouvoir les partager avec vous et je pense que ce qui est intéressant surtout c'est aussi d'avoir des benchmarks. Certains d'entre vous font déjà probablement des webinars, mais alors savoir si le taux de conversion il est bon ou il est pas bon. Moi je me suis perdu au début à aller sur les sites américains, ouais mais les sites américains et l'attitude de l'audience française n'est pas du tout la même. Donc on n'est pas Norman sur YouTube, on ne fait pas des millions de vues, mais on en a fait à peu près une trentaine de milliers, peut-être un peu plus. Et en B2B, c'est déjà significatif pour pouvoir en parler. Voilà, bon. Avançons. Donc c'est ce que je vous expliquais en fait, c'est vraiment premièrement de voir qu'est-ce que c'est qu'un webinar, comment est-ce qu'on va finalement structurer, segmenter son audience et puis les conseils pour le webinar. Et puis on va ensuite rentrer peut-être plus dans les côtés mathématiques, pragmatiques du webinar en termes de chiffres. Donc on va dérouler le taux de conversion avec à chaque fois combien de prospects on peut espérer à chaque étape, donc de la segmentation jusqu'aux conversations. Et au final on terminera aussi par quel process commercial on va tenter de joindre des prospects qui ont témoigné, qui ont regardé le webinar ou qui ont assisté à un webinar en replay. Voilà. On se lance? On y va? On y va? Okay. Alors, pourquoi on fait des webinars? Pas seulement parce que c'est cool ou que c'est moins cher que d'organiser un événement. Okay. Moi, je fais du contenu pour Ecosystème et donc, en tant que demand gen, ou en tout cas, ma mission, c'est de générer des leads. Et donc, en fait, mon job, c'est tout simple, ce que je veux, c'est que des prospects qui m'intéressent, que je cible, vont investir du temps avec moi, avec mes contenus, et vont s'intéresser à moi. Voilà, ça, c'est mon job. Et le webinar, jusqu'à preuve du contraire, en dehors de l'événement physique, c'est encore celui qui va créer le plus d'engagement. C'est très important parce que nos cibles, on le sait, toutes nos cibles, tous nos décideurs qu'on essaye de joindre, ils sont tous débordés, on papillonne, on a des interruptions, etc. J'utilise toujours ce graphe-là, que j'aime bien, c'est le nombre de tentatives pour essayer de joindre un décideur. Et au-delà du fait qu'il faut plus de 8 tentatives pour arriver à joindre un décideur avec des appels, des téléphones, etc., etc., ce qui est essentiel de comprendre, c'est que c'est 2 fois plus compliqué. Voilà. C'est 2 fois plus compliqué qu'il y a 6 ans, si on prend 2010, 2016, et c'est exactement pareil pour les contenus marketing. Et combien de fois on aurait pu en faire un sur les e-books et les livres blancs, et combien de gens le téléchargent et
soit ne le lisent pas du tout, soit s'arrêtent au bout de 2 pages. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment, puisque ma cible est débordée, puisque toutes nos cibles sont débordées, comment on va faire effectivement pour créer de l'engagement. Et il y a un chiffre peut-être que tu veux le commenter, Quentin. Oui, bien sûr, en fin de compte, c'est à partir d'une action marketing. On a pris trois qui sont les livres blancs, les inscrits aux newsletters, aux blogs, aux articles en fait qu'on va publier de façon régulière, et les inscrits au webinar. Donc ce nombre de prospects, combien vont aboutir à une vente? Je crois que c'est les chiffres d'ICO qu'on a pris. Ouais. Tout à fait. Alors c'est clair, hein, c'est des gens qui remplissent un formulaire, qui nous découvrent, ou on les découvre parce qu'ils remplissent un formulaire. Soit un téléchargement d'e-book, et ensuite on va regarder jusqu'au bout, parce qu'on se rend compte que le type de contenu et l'engagement qu'ils ont va pas seulement impacter le fait qu'ils vont remplir un formulaire, il va impacter tout le cycle de vente, parce qu'ils vont partager notre vision du monde, etc. On pourrait faire un webinaire juste là-dessus. Donc le téléchargement d'e-book, on est à 0,5% des nouveaux acquis qui vont devenir des ventes. C'est nos chiffres, voilà, mais c'est quand même sur quand même pas mal de monde. On se rend compte que ceux qui non pas lisent le blog, mais vont s'inscrire à la newsletter, vont remplir le formulaire, etc., c'est déjà beaucoup plus important. Même si c'est moins facile que de faire pour un téléchargement d'e-book, on peut rapidement faire 2000, 5000, 10 000 téléchargements. Et ce qu'on voit, c'est que les inscrits, ceux qui nous découvrent par une inscription au webinar, ont un taux de conversion jusqu'aux ventes. Ça a l'air faible, 1,6%, mais il faut voir qu'on regarde l'ensemble du cycle de vente, hein, donc c'est normal, on écrème au fur et à mesure. Voilà. Et ça représente donc 3 fois plus en fait que l'inscrit, que le téléchargement d'e-book. Ce qui peut expliquer ça, en fait, je pense que c'est la création de liens qui se fait par la vidéo, par l'échange. On voit la personne, on entend sa voix, et donc c'est pas un livre blanc qu'on a feuilleté de temps en temps. Donc 3 fois plus important, c'est quand même un chiffre qui est assez significatif, ce qui fait que si vous, en tant que direction de marketing, vous demandez si vous devez passer 2 jours à faire un e-book ou 3 jours à faire un webinar, il est peut-être sans doute plus avantageux de faire un webinar, d'autant plus, et ça c'est une remarque qui est très personnelle, je me rends parfois compte que les conversations qu'on a avec les prospects qui ont regardé des webinars sont parfois un peu plus intéressantes. C'est un avis qui est très personnel. Ok, très bien. Alors, très jolie photo, l'amour et le territoire. Alors, le territoire de communication, là, je suppose. Comment finalement on va en fait pour segmenter celle-ci pour avoir un territoire de communication et donc une audience finalement à ces webinaires qui soit cohérente et assez large. Forcément, si on fait un webinar, c'est pour qu'il y ait une audience et il faut que cette audience soit intéressante et intéressée. Intéressée par justement le contenu qu'on va lui proposer, soit les thématiques qui lui répondent à ses interrogations, qui puissent l'aider sur ses points de douleur, et intéressante aussi pour vous, vous voulez forcément attirer des prospects qui font partie de votre cible. Donc ce qui veut dire au final qu'il y a 2 questions à se poser lorsqu'on va faire un webinar, aussi bien finalement sur le fond que sur la forme. Sur le fond, il y a une règle d'or à faire, je pense que c'est les webinars qui sont centrés sur votre produit ne sont pas forcément les meilleurs webinars. Pourquoi? Parce que si un prospect voulait finalement assister à une démonstration de 30 minutes, il demanderait directement une démonstration, pas sûr qu'il assisterait à un webinar, et on risquerait de perdre de l'audience et de passer trop pour de la pub. Donc je précise d'ailleurs qu'ICO n'est pas une solution de webinar. Oui, tu as raison de le préciser. Tu as raison de le préciser. C'est pas ce qu'on En fait. termes de territoire de communication, donc c'est intéressant. Nous, ce qu'on vend, c'est, pour faire simple, une solution de prospection. Tu en parlerais beaucoup mieux que moi, mais c'est pas l'objet. Et donc, en tant que solution de prospection, on a quand même, c'est un moment où on se pose et puis on définit un territoire de communication. Sur quoi on veut communiquer? On veut communiquer sur on peut être dans un territoire très très précis, style les emails de prospection ou comment déclencher une conversation. Mais on a fait des webinars sur des thèmes beaucoup beaucoup plus larges. Ben là, typiquement, on parle des webinars. Qui serait, qu'on pourrait souligner comme étant une mise en abîme. Une inception. Ah, tu avais prévu de placer ce mot-là. Et on va parler aussi, par exemple, je montrerai tout à l'heure des statistiques sur le taux de closing ou sur comment on gère les projets, comment on gère les opportunités. Donc tout ce qui est marketing, vente, je vais rester cohérent. Ce qui intéresse, le plus important, c'est ça intéresse ma cible et c'est quand même en relation avec la solution que je peux vendre. Voilà. Et ça va l'intéresser et la captiver. Il faut forcément que le webinar soit attractif sur la forme pour que le prospect puisse rester. Donc ça veut dire, forcément on se rend compte, c'est un chiffre qui est assez utilisé, que au-delà d'une demi-heure, l'attention d'un prospect, d'un interlocuteur, d'une personne en fait, va drastiquement chuter. Donc des webinars qui sont généralement courts, 30 minutes, avec une forme qui soit un peu alléchante, donc des visuels intéressants, une qualité d'image, une qualité de son
qui va en fait permettre au prospect de passer un moment avec vous, une demi-heure de votre temps, et de capter son attention pendant ce temps-là. Voilà, c'est même 18 minutes hein, normalement le temps d'attention, et au bout de 18 minutes ça commence à chuter. Donc la forme est effectivement essentielle, et c'est pour ça qu'on fait, on va vous montrer l'installation qu'on a, qui est pas non plus, on n'est pas chez TF1, et avec peu de moyens. C'est ce qu'on va voir juste après. En fait, avec peu de moyens, on peut tout à fait monter le même type de choses que ce qu'on a monté chez nous. Voilà. Alors comment ça marche derrière nous? C'est quand même intéressant. On va quand même passer, allez, on va passer 3 minutes dessus. Comment ça fonctionne, tout simplement? Eh bien, écoutez, c'est pas très compliqué. Voilà, il y a 2 ordinateurs, il y en a un qui prend la caméra HD, il y en a un autre qui va dérouler les slides. On a une prise micro et on passe par un logiciel qui va mélanger ça et qui va le diffuser, qui va l'encoder et qui va le diffuser. C'est pas très cher, j'ai payé ça 700 €, quelque chose comme ça, ce logiciel. Il y a d'autres moyens de le faire peut-être encore plus cheap, hein, c'est possible. Et puis ensuite, ce qui va m'intéresser aussi avec ce système-là, c'est qu'il va faire cet effet météo, hein, cet effet où on est incrusté dans l'écran. L'image n'est pas toujours nickel, voilà. Et ensuite, on est diffusé sur YouTube. Pourquoi YouTube? Parce que ce sont les plus puissants. Pour l'utilisateur, c'est ce qu'il y a de plus confortable. On a 15% des gens qui vont le regarder sur mobile d'abord, et puis on a tous des qualités de débit différents, et donc il faut que ils puissent s'adapter en fonction de la qualité, etc. Et qui ne bug pas. Certains ont une très très bonne qualité d'image, d'autres ont une qualité dégradée. Voilà, et puis en plus je peux l'intégrer ensuite directement à la page sur laquelle vous êtes. Ouais, donc il y a beaucoup d'intérêt le fait de passer par ce type de système. On va pas rentrer dans les détails de comment ça marche, vous trouverez un développeur ou quelqu'un qui a regardé comment on fait ça sur YouTube, c'est pas très compliqué. Et voilà, et ensuite on a l'intégration directement sur cette page sur laquelle la plupart d'entre vous êtes. Et il y a plein de call to action, voilà. Et donc qui permet surtout aussi d'avoir l'interactivité qui est derrière. On voulait même faire une petite innovation. Est-ce que Je veux bien essayer. Est-ce que tu es motivé? On voulait vous montrer l'envers du décor, voilà. Et voir un peu comment la salle se présente. Alors, ici nous avons Nicolas et donc des lampes. Ah oui, on peut avoir la question. Les lampes, les sets de lampes comme ça, on en a 1, 2, 3 et une ici. Une ici, pardon. Voilà, on est autour de 150 € je crois d'achat. Donc c'est très peu cher. Et ensuite, ce qu'il y a derrière surtout, effectivement, c'est un écran vert. Un écran vert qui m'a pris 3 heures. Je suis allé chez Leroy Merlin, j'ai acheté ça et j'ai peint derrière. Voilà, c'est très très simple, très très rapide. Je vais rebasculer, j'espère que, surtout qu'on vous prend avant le déjeuner, là, ça peut être un peu violent. Voilà. Ok. Bien. Donc pareil, si vous avez des questions, vous avez peut-être des questions. Pas trop sur les aspects techniques de monter tout ça, mais et notamment, et là on va aussi partager les métriques, hein, parce que c'est le moment de prendre vos propres chiffres si vous le faites. Si vous faites déjà des webinars, on va voir un peu les benchmarks. Et toutes les questions, n'hésitez pas, faites-les au fil de l'eau, ce sera beaucoup plus simple derrière qu'on puisse les traiter. Donc, les métriques. Alors, donc il est très simple le chemin, il est très simple. On a les visiteurs ou les gens qu'on a invités, qu'on a attirés, voilà, et ils vont passer sur une page où ils vont remplir un formulaire pour s'inscrire pour un webinar. Jusque-là, très simple. Et puis ensuite, on va avoir une audience live, celle qu'on a ici, et puis du replay, bien sûr, des gens qui vont le voir en replay, qu'on va réutiliser en nurturing, enfin, voilà. Pas simple, du live ou du replay. Et ensuite, tout simplement, on va avoir des gens qui vont faire des demandes de contact, qui vont être intéressés, qui vont dire « Ah, c'est intéressant, tiens, je vais creuser, et puis j'ai envie de parler à Quentin, typiquement. » Ou alors, et plein d'autres qui sont peut-être très intéressants pour nous, mais qui, en fait, n'ont pas forcément ce réflexe-là, et pour lesquels, pourtant, on pense qu'on peut avoir de la valeur, ou en tout cas, la conversation peut être intéressante. Voilà. Et de tout ça, on va essayer, c'est très important d'aller jusqu'au bout, d'aller générer des rendez-vous qualifiés avec les prospects. Voilà. En général, de ce que j'ai vu dans les entreprises, beaucoup, c'est qu'en fait, on fait ce chemin rouge, une espèce de chemin critique, où, en fait, on va prendre rendez-vous avec les gens qui le demandent, pour faire simple. Je schématise, je sais que beaucoup, probablement d'entre vous, vous générez aussi des fiches Excel, on se passe les fiches Excel, etc. Mais c'est pas toujours bien systématique. Le problème de traiter surtout ce chemin-là, c'est qu'on va se rendre compte qu'on ne capte que 5% du nombre du volume de rendez-vous commerciaux intéressants ou du nombre de projets qu'on va détecter, alors qu'en utilisant
en exploitant également l'autre chemin, qui représente 95%, on va de cette manière-là multiplier par 20 l'exploitation de nos webinars. Je pense que le challenge, il est pas tellement dans la peinture et dans les visuels. Le challenge, il est comment ensuite on arrive à bien isoler et on arrive à prendre contact avec ces gens-là et on déclenche des conversations. Voilà. J'ai quelques chiffres là. Oui, j'ai quelques chiffres. On va reprendre ce schéma. Regardez, des visiteurs aux enregistrés. Donc des gens qui arrivent sur cette landing page et qui vont convertir. On est à 45% en moyenne. Ça semble énorme. Pour du B2B et pour du B2C évidemment. En B2B, nous on avait l'habitude d'être sur une landing page, on est autour de 20%. En B2B, de manière générale, ce que je sais du benchmark, c'est qu'on est plutôt autour de 10%. Voilà. Et on va voir ensuite, selon l'audience et selon d'où elle vient, effectivement, pour comment varie ce taux. On verra ça juste un peu plus tard. Ensuite, de ces gens qui sont enregistrés, on va avoir quel est le taux de présence. Vachement important, parce qu'on a beau faire des rappels, on sait que les gens s'inscrivent, soit parce qu'ils veulent avoir le replay, soit tout simplement parce que ils sont pris dans leur journée, et puis ils ne vont pas honorer le rendez-vous. Et donc on a en moyenne 46% des gens qui vont être là en live avec nous. Voilà. Et ensuite, si on continue, on va voir que seulement 1 à 2% de ceux qui sont là ou qui vont en replay vont faire une demande de prise de contact et de discussion autour de leurs problématiques, etc., etc. Pas forcément centré sur le produit d'ailleurs. Et dans ces leads passifs, donc ces prospects qui ne prennent pas contact, on en a 48% qui sont intéressants. Voilà, la statistique, c'est Quentin, c'est toi qui m'as sorti cette statistique-là. Quand on prend tous les leads passifs, voilà, à peu près on est sur à peu près la moitié qui sont intéressants. Si le webinar est bien ciblé sur notre type d'audience, hein. Donc on enlève les danseuses, les photographes, les retraités, les profs de philo, les stagiaires, etc. Les profs de philo. Et ensuite la prise de rendez-vous. Quand on a des demandes de contact, malheureusement, on se dit si on fait une demande de contact, on arrivera tous à les joindre, c'est pas vrai. En général, on arrive à en joindre que 70%. Soit parce que alors, les informations peuvent être fausses, soit et qu'on n'arrive pas à retrouver, soit les personnes sont passées à autre chose. Voilà. Surtout si on met du temps, l'enjeu, on va voir, c'est surtout la rapidité pour interagir. Et ensuite, sur ces leads passifs qu'on a identifiés, on va vous montrer comment on fait et comment on fait pour aller déclencher des rendez-vous avec 40% d'entre eux. Voilà. Et on va parler de l'acquisition. Alors pas seulement d'acquérir. Voilà, donc c'est une autre étape, on va parler de comment on acquiert de l'audience. Et ensuite, on va parler aussi des replays, on va partager pas mal de stats là-dessus. Ok ? Alors, vous avez typiquement, vous êtes probablement passé par cette page-là quand vous vous êtes inscrit, vous vous souvenez plus, c'était peut-être il y a 3 semaines, c'est pas grave. L'idée, c'est pas de faire un cours sur les landing pages, voilà. L'idée, c'est d'essayer de voir, elle est toute simple, bon, alors, elle a tout, normalement, elle applique à peu près les bonnes pratiques. Il y a de la reconnaissance automatique. Alors, les champs sont restreints, on demande très peu de choses. Ça, c'est évidemment toujours critique, hein, 3, 4, 5 champs, c'est vraiment le grand max. Et puis, si je vous ai invité, évidemment, mon formulaire, il ne va pas vous redemander vos informations. Si je vous dis Françoise, venez à mon webinar, c'est pas pour que vous soyez obligé de re-remplir. Donc en fait, vous arrivez, c'est bonjour Françoise, et vous avez un bouton pour réserver votre place. C'est relativement simple. Donc, sur cette page, on est sur une audience qui est invitée. Alors malheureusement, on va se décaler, sinon on ne va rien voir. Viens avec moi, Quentin. Viens. Tu viens avec toi ? Voilà. L'audience invitée, on est sur 48% de taux de conversion, mais c'est pas grave, je vais vous le lire. Non, prends tes aises. Sur des gens qui viennent via des partages sur LinkedIn ou des publicités que vous pourriez utiliser. Voilà. Et donc, eux doivent remplir bien le formulaire. On est sur 18% et on est sur 16% qui viennent de Facebook. Alors, j'ai pas fait toutes les sources, mais ça vous donne une idée quand même. C'est quand même quelque chose d'assez... Je pense qu'à 48% de taux de conversion sur une landing page, on est quand même plutôt bien. Enfin, ça va pas être ma priorité d'amélioration dans la conversion. Alors, les invitations, comment on fait les invitations ? Alors là, c'est la première chose, c'est tout simple. On va d'abord faire l'invitation, c'est un mail HTML un peu visuel, voilà, qui respecte à peu près les règles du premier mail. Et ce qui est très important, c'est que 60% de ces mails vont être lus sur des mobiles. Donc en fait, c'est même pas, il faut l'adapter au mobile, il faut concevoir pour le mobile.
Et tant mieux si ça passe bien sur les ordinateurs. Mais avant tout, c'est du mobile. Donc là, on a un mail tout simplement, mais on a des variations. Ce qui est important, c'est qu'on va beaucoup segmenter. On envoie toujours, la première chose, c'est d'abord, on envoie toujours du commercial ou du point de contact chez nous, chez Ecosystème. Chaque personne qu'on connaît, qui sont dans notre CRM, a un point de contact. Ça peut être Nicolas, ça peut être Quentin, ça peut être Marc, ça peut être Christa, etc. etc. Et ce lien, on le garde, c'est très important. Et il ne bouge pas. Voilà. Et donc, on va pouvoir customiser et envoyer et segmenter notre audience pour les invitations. Donc là, ici, typiquement, c'est les prospects qui sont, ou les clients qui sont déjà en relation avec Quentin, c'est leur point de contact. Ben, il y a un mail qui part pour eux, qui est un peu particulier et qui est je vais faire un peu d'autopromotion parce que je vais passer à la télé. Voilà. Et puis ensuite, on va avoir d'autres types de mails qu'on va segmenter, etc. Je passe les types d'intérêts. Vous voyez toujours la signature qui va être personnalisée. L'intérêt du webinaire aussi, c'est que c'est pas figé dans le temps, c'est pas un instant T, il y a les replays qui vont en fait aller brasser un plus grand volume d'audience, un beaucoup plus grand. Je crois que le ratio entre les présents webinaires à l'instant T et les replays est de 9:1. Alors, là, on peut l'illustrer. Là, typiquement, voilà, ça, c'est un webinar sur les... Ben, je parlais des techniques de closing. Voilà, c'est quelque chose qu'on avait traité. Ça remonte un petit peu, c'est un de nos tout premiers, vous voyez, 2014. Et on voit bien sur ce graphe, on voit bien qu'effectivement, il y a l'audience le premier mois, et puis ensuite, ça va continuer à vivre et qu'on va multiplier par 9. Donc, c'était un des tout premiers. Alors, peut-être qu'on avait fait 100 personnes ou 50 personnes en live, je ne sais plus. Et aujourd'hui, et donc, voilà, ça continue à vivre et ça continue à s'augmenter. Et donc, effectivement, comme tu le disais, on est sur un facteur de 9, parfois 10 d'ailleurs, qui peut être généré. Voilà. Donc l'intérêt, c'est forcément que c'est un contenu qui va durer dans le temps et qui va donc en fait ramener un grand volume de prospects régulièrement dans le temps et donc qui va occuper un peu le commercial pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et là même plusieurs années parce que le technique de closing c'était un des premiers webinaires d'Nico. Intéressant aussi, encore une fois, on en revient au mobile, 15% des vues sont sur depuis un mobile. Donc ne pas lésiner sur l'aspect mobile. Pensez le webinar pour le mobile comme on pense un peu les invitations pour le mobile en amont. Tout à fait. Donc, alors ça c'est un autre graphique que je voulais partager avec vous. Voilà, on est sur un peu plus de 20 000 vues. C'est pour vous montrer que YouTube là va générer. Alors, ce qu'on voit dans les lignes ensuite de quel est le contexte de lecture. Quand vous avez inconnu lecteur intégré, bah, c'est sur nos pages à nous, sur notre site web. Voilà. Et au final, ce n'est que 11% du trafic. Donc évidemment, ça vaut le coup de à la fois rediffuser, ça vaut le coup d'utiliser des plateformes comme YouTube qui génèrent quand même suggestions de vidéos 50%. Voilà, donc ne pas lésiner à utiliser et à en faire la promotion sur ces plateformes. Quentin, on va être vraiment là beaucoup plus sur ta partie et celle que je maîtrise moins, qui est une fois qu'effectivement on a fait ces... alors, si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez-les au fur et à mesure. Ce sera tellement plus simple derrière, parce que si on n'a pas de questions pendant 2 minutes, ben on va s'arrêter là. Et oui, c'est peut-être dommage. Et on vous libérera pour aller déjeuner, ce qui est par contre le bon point. Donc la priorisation des leads, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ces leads. On a compris, il y a les demandes de contact et puis il y a tous ces leads qui sont passifs. Bien sûr. Et comment, donc toi tu les traites, comment tu les traites? Concrètement, comment ça se passe? Premièrement, il y a une règle qui est la rapidité. Le prospect a été captif pendant le webinaire, il vous a encore un peu dans son esprit, mais l'attention d'un décisionnaire, malheureusement, est quelque chose qui ne dure pas. Donc il faut aller vite en fait, et ce qui veut dire forcément préparer en amont les listes de prospects qui sont intéressants à les contacter. Et surtout le faire par commercial, ça évitera qu'on s'entretue entre commerciaux sur qui veut contacter le prospect, et ça évitera aussi forcément d'autres aléas, typiquement qu'un prospect soit contacté 2 fois par le même commercial dans la même journée, ce qui est un peu dérangeant. Une fois qu'on a préparé la liste, on sait à qui on veut parler, et vraiment une question de priorisation qui est extrêmement importante. Je pense que la fainéantise est un vilain défaut. Je pense qu'être économe en énergie quand on est commercial, en revanche, c'est une grande qualité. On veut parler très vite aux prospects qui ont le plus de chances de convertir et qu'on aura moins de problèmes à justement joindre au téléphone. Et je souligne, c'est un point de douleur souvent que moi j'entends aussi dans le marketing, qui est j'ai fait une action, il y a des leads, je les envoie aux commerciaux et ils ne sont pas contactés, mais on verra ça peut-être juste après. En fait, mais déjà, on peut préparer les listes parce qu'en fait, on sait qui est enregistré. Oui. Donc, on ne sait pas si les gens seront live ou ils seront en replay, on demand ou juste inscrits. Mais en tout cas, on peut préparer des listes déjà, puisque ok.
Et donc l'intérêt en fait, de la priorisation, en fait, nous, ce qu'on utilise chez ICO, typiquement notre système, alors on ne parle pas de notre solution, on vous montre le système, c'est vraiment deux critères qu'on va utiliser, qui va être premièrement le match score. Est-ce que le prospect, j'ai envie de lui parler ou pas? D'accord, alors Forcément, attends, d'accord, c'est là. Ok. c'est ici. Donc ça, c'est la liste que tu vas Ça, travailler. c'est la liste C'est que une je capture travaille. de ta liste. Effectivement, une capture D'accord. de la liste. Et quels critères je vais utiliser pour prioriser en fait, mes actions commerciales. Premièrement, le score de qualité du prospect. On veut parler aux décisionnaires dans la cible et dont l'entreprise est dans la cible aussi. Donc voilà, et ensuite, ce qui va être un autre indicateur, c'est le reach score. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est en fait avec quelle facilité je pourrais joindre ce prospect. Donc une fois que j'ai mon prospect le plus intéressant et celui avec qui je vais qui va demander le moins d'efforts pour être contacté, forcément c'est le prospect que j'ai appelé en priorité devant. Voilà, donc ça c'est vraiment quel prospect contacter en priorité. Et ensuite pour vraiment la partie pure et dure commerciale, la prise de contact en fait, Ah, la généralement partie. justement la partie point de douleur, genre pourquoi mes leads ne sont pas traités par les commerciaux? Et bien parce que Nicolas en a parlé au début, ça demande du temps, des tentatives et des efforts aux commerciaux de joindre des prospects. Donc comment est-ce qu'on transforme des prospects, des inscrits au webinar, une audience en rendez-vous de prospection? C'est très simple. Nous, forcément, comme ça demande beaucoup de temps et d'efforts à un commercial, il y a un principe de base, c'est il faut automatiser. Les actions à faible valeur ajoutée, il faut les automatiser. Donc le process qu'on a mis en place chez ICO pour justement aller automatiser cette prise de contact, c'est notre process à nous, on l'utilise nous. Pourquoi on en parle? C'est parce que on s'est rendu compte que des clients, des prospects étaient assez curieux de savoir comment est-ce qu'on faisait pour atteindre 40% de taux de prise de rendez-vous sur des inscrits au webinar. Donc on en parle sur justement comment est-ce qu'on fait pour atteindre ce score. Donc premièrement, en fait, une fois qu'on est sur la liste, là c'est très simple en fait, je suis sur ma liste, j'ai un bouton à appuyer qui est le bouton engagé que vous voyez. Alors, ouais, tout à fait. Alors, ce que j'aimerais quand même préciser, c'est bon, c'est pas forcément le Graal, c'est la façon dont Quentin travaille. Donc, c'est les principes qu'il faut aussi retenir. Comment vous priorisez votre liste? Voilà. Ici, lui, il a effectivement du scoring qui lui permet de prioriser sa liste. Il y a d'autres manières d'avoir d'autres types de scores, etc. Donc, c'est comment, voilà, il faut prioriser pour pouvoir aller vite. Je voulais juste reprendre là-dessus, tu vois, Quentin. Que ce soit ICO ou pas ICO, bref, en termes de solutions. Et après, effectivement, il faut faire la prise de contact. Donc toi, tu nous expliques ta propre prise de contact. D'autres personnes peuvent décider de tout faire par téléphone ou autre. Voilà, nous, c'est adapté, en tout cas, on a découvert que c'était le plus adapté à notre cible, notre fonctionnement, notre produit, etc. D'accord. Donc, le bouton prise de contact, en fait, il va servir à une seule chose, c'est à déclencher la prise de contact, à l'automatisation, en fait, qui va se faire par des séquences de mails. D'accord. Donc là, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe quand j'appuie sur le bouton engagé à côté de mon lead dans ma liste, qui est dans mon CRM en fait. Donc j'ai John Doe, ce bel inconnu. Je vais simplement choisir le scénario, la séquence de mail en fait, qui correspond à l'alibi que je vais utiliser pour contacter ce prospect. D'accord. Donc que tu as écrit à l'avance. C'est ça. Tu as écrit à l'avance le fait que suite à ce webinar, tu vas parler à quelqu'un, c'est de l'industrie, du CEO. Tu as pu préparer puisque de toute façon, tu as la liste des enregistrés à l'avance. C'est ça. D'accord. Et donc, toi, tu l'utilises directement, mais le marketing pourrait tout à fait, peut l'utiliser aussi pour l'engager à la place des commerciaux. Ouais. D'accord. Voilà. Et avec, forcément, quand j'engage un prospect, moi, forcément, la séquence de mail part de ma boîte mail, mais si le marketing engage à la place d'un commercial, le mail partira de la boîte aussi du commercial également, avec la signature du commercial. Donc c'est simplement une question de qui va lancer la prise de contact, mais le résultat sera le même. Ensuite, les scénarios, les séquences de mails, pardon, c'est simple, c'est des mails textes. Alors, tu nous as mis deux exemples. Quelques exemples, voilà. Vous en recevrez sans doute. Donc, vous en aurez un autre exemple. L'exemple est simple, de toute façon, un mail commercial, un mail de prospection a généralement la même structure. Nicolas a d'ailleurs créé un programme sur les mails de prospection. Oui, j'ai fait. Il y a eu. C'est encore une fois sur comment on écrit ces mails, qu'est-ce qui marche, quels sont les moteurs, comment on déclenche des conversations, comment on suscite l'intérêt. J'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. Mais généralement, la structure est la même, c'est bonjour, alibi, proposition de valeur et call to action. Voilà, tout à fait. Et là, on est dans le contexte. Les gens sont chauds, il faut aller vite. Enfin, je veux dire, ils sont dans le sujet. On a créé le lien. Et il faut effectivement pouvoir enchaîner très très vite. Si vous appelez quelqu'un 3 semaines après, fatalement, vous avez vraiment... Vous êtes dans les bonnes conditions de l'échec, a priori. Là, on parle vraiment de mail. Effectivement, ne pas oublier le téléphone. Quand vous avez une audience, un webinar, on peut penser qu'elle est intéressée,
et surtout vous avez un excellent alibi pour aller contacter les personnes, donc ne lésinez pas sur les appels. Là on parle de séquences de mails de 3-4 mails texte, 3-4 mails ça fait pas les 8 tentatives qui sont nécessaires, donc jongler avec les appels et avoir une approche multicanal fonctionne bien sûr extrêmement bien. D'accord. Et des statistiques justement que tu utilises Ouais. On parlait de ça, donc ça c'est un scénario d'un ancien webinar forcément. On se rend compte que c'est vraiment des mails qui sont des mails commerciaux, hein, qui sont sur une audience assez restreinte et donc qui permettent d'avoir des taux d'ouverture de 80%. On n'est pas sur des campagnes marketing d'invitation webinar, on est sur des mails commerciaux à l'issue d'un webinar. Donc, avec des taux de lecture de 88%, je serais très content sur des campagnes marketing, mais non. Moi, je serais pas content, j'aurais trop de personnes à contacter par la suite. Donc, voilà. Et donc, voilà, ce qu'on voit, c'est que tu as 60, je me trompe pas, 60% de taux de réponse pour à peu et près 40% de taux de prise de rendez-vous. 40% de taux de prise de rendez-vous. Donc c'est de là que venaient ces chiffres-là. D'accord. Ok. Ça me semble très clair. Voilà, c'est la prise de contact, il est midi 1, on a fait une demi-heure. On est bon. On est bon. Je te laisse regarder s'il y a Bien des sûr. questions qui sont arrivées. Donc, je crois d'ailleurs que la première question que Chloé nous envoyait, c'était comment est-ce qu'on fait pour traiter les questions pendant un webinar. Donc c'est le bon moment. En fait, c'est simple, j'ai un iPhone avec moi et un collègue m'envoie les questions qui ont été choisies en amont. C'est ça, tout à fait. Simplement. Question 2. Sur les taux de conversion, quelles actions pour accroître davantage le taux de participation au webinar? Alors, ce qu'on fait, nous, le process, mais encore une fois, on n'a pas fait des tonnes d'A/B testing. Hein. On envoie, alors si par exemple là, le webinar était à 11h30 aujourd'hui, donc hier, H-24 heures, c'est-à-dire au même moment de la journée, mais la veille, on envoie le premier appel. Et puis évidemment il y a le fait de pouvoir l'inscrire, hein. Ils ont un lien à la confirmation pour pouvoir l'inscrire dans le calendrier Outlook ou Google ou autre, parce qu'effectivement comme ça il y aura plus de notifications. Et puis ensuite là alors là typiquement le live est à 11h30, donc vous avez eu un rappel normalement à 8h30 ce matin, parce qu'on démarre sa journée. Enfin, on essaye juste de faire du bon sens, on démarre sa journée, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Ah oui, faut pas que j'oublie, j'ai le truc à 11h30, et ensuite on fait le rappel 15 minutes avant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en temps réel sur leur mail. Donc ça fait quand même 3 mails. On fait pas les SMS, tout ça. Moi je trouve ça trop intrusif, donc du coup je le fais pas. Et c'est ce qui permet de maximiser. En tout cas d'avoir ce type de taux, 40, j'ai dit quoi, 46% je crois de taux de présence. Voilà. Quel outil est-ce qu'on utilise pour justement gérer les inscriptions au webinar? Le formulaire? Ouais, le formulaire. Oh, il y a 500 000 technologies au monde pour faire des formulaires. Vous pouvez avoir un outil de marketing lambda ou super évolué qui permet de faire les formulaires. Je me demande même si, en général, même votre CRM doit permettre d'avoir un petit code où vous pouvez le mettre et que ça s'inscrit. Le seul truc qui est important, c'est est-ce qu'on peut avoir un peu de dynamisme, et ensuite, est-ce que bien sûr ça rentre tout de suite dans le CRM, quoi, et qu'on ne se récupère pas des fichiers Excel à échanger, ça c'est l'horreur, et que ce soit fluide et qu'on n'y passe pas de temps. Voilà. Non, il y a plein de technologies qui existent. Voilà. Après, il y a même les outils, si vous avez plus de budget, les outils de marketing automation, type HubSpot, Marketo, etc. Enfin, normalement, c'est quand même leur cœur de métier. Voilà. Vu que 95% des leads sont sur du replay, pourquoi s'embêter à faire du live? Alors, d'abord parce que c'est une bonne question. Pourquoi s'embêter à faire du live? J'ai un élément, un embryon de réponse, c'est que les prospects qui ont assisté en live au webinar sont beaucoup plus faciles à joindre. Ouais. Parce qu'il y a le côté proximité en fait. Mais vraiment. Une autre question, un autre point simple, hein, c'est qu'en replay, il n'y a pas les questions-réponses en live. Vous voyez. Donc là, on en a peut-être perdu certains qui sont partis déjeuner. On avait annoncé 30 minutes, c'est très bien. Si on veut faire ces questions-réponses, il faut faire du live. Je pense que ça nous met en tension aussi. On fait des meilleures prestations en live qu'en replay, quand on s'est enregistré, même si ça nous sécurise tout ça, de ne pas prendre de risques. Mais il faut y aller, quoi. Il faut prendre des risques parce qu'on cherche de l'authentique. Et c'est pour ça qu'on fait aussi des événements physiques et qu'on ne leur envoie pas juste des vidéos. Donc, pour moi, c'est la nature. Si mon métier, c'est de faire de la communication, alors je suis prêt à monter sur une scène, alors je suis prêt à faire du live. Et puis, quand on fait du live, on sait aussi qu'à l'instant T, on aura un volume de prospects à traiter, donc on peut traiter un plan d'action, avoir ce fameux système de préparation des listes, pouvoir les inscrire et prioriser, en fait. Pour beaucoup en amont, en fait, l'approche commerciale, c'est plus pratique, je pense, de faire directement du
Et puis en live, si vous avez des petits soucis techniques, on vous les pardonnera plus facilement que si c'est du replay et que vous aviez tout votre temps pour l'enregistrer. Ok, est-ce qu'il y a une autre question? Ouais, pouvez-vous préciser la source du nombre de tentatives de contact? Parce que je trouve que essayer 8 fois un prospect, c'est énorme, non? Pas de souci, je vais vous trouver la source. C'est Forbes. un peu dur de faire en live. Non, c'est pas Forbes. C'est pas Forbes. Je l'ai déjà utilisé, donc j'ai les sources. Je vous répondrai directement sur le chat tout à l'heure. Là, je vous mettrai la source. Vous mentionnez que ce sont vos chiffres. Hein. Pouvez-vous être un peu plus précis? C'est sur la base de 10, 100 ou 1000 webinars? On est sur, alors je l'avais mis dans l'invitation, hein, donc on est sur alors 29 000 personnes qui ont vu les vidéos en live ou en replay, et on est sur 25 webinars peut-être, quelque chose comme ça. Je l'avais utilisé le chiffre, je l'ai plus en tête. Sur quoi vous basez vos critères pour le reach score et le match score qu'on a présenté pour justement établir la priorisation des prospects? D'accord. Le reach score, le match score, j'ai commencé par là parce que tu as commencé à expliquer le match score. Le match score, c'est ce qui va dire, ok, voilà tous les clients que vous avez, vos clients idéaux, etc. Et ils ont tout un ensemble de caractéristiques. Et en fait, ces algorithmes qu'on utilise maintenant partout, hein, les algorithmes d'intelligence artificielle sont utilisés un peu partout, vont permettre effectivement de bien définir le type de personnes et le type de société avec lesquelles vous avez du succès ou vous cherchez à joindre de manière générale. Et ensuite, à chaque fois qu'on va avoir un nouveau prospect qui va rentrer, eh ben, on va regarder tout ce qu'il a fait, enfin son profil démographique, firmographique, donc les caractéristiques de l'entreprise, les mots-clés qui définissent l'entreprise, enfin il y a une somme de variables pour ensuite pouvoir dire, ok, là on est vraiment sur le type de prospect qui va le plus t'intéresser en fonction de son niveau hiérarchique, en fonction de son type de job, de sa catégorie métier, de la taille de l'entreprise, de son secteur, encore une fois des mots-clés qui définissent son activité, des concurrents de l'entreprise, j'en passe et les meilleurs. Donc ça c'est je vais essayer de faire plus court, ça c'est la partie match, c'est ce qui permet effectivement soit de filtrer des leads qui arrivent et de les prioriser, soit de générer des nouveaux leads qui vont être intéressants et qui vont convertir surtout, hein. L'intérêt, c'est pas pour faire joli, c'est vraiment parce qu'il y a des meilleurs taux de conversion à la fin. On me dit dans l'oreillette que la source est Sirius Décision. C'était Sirius Décision? Ouais. D'accord. Vu que les mails sont envoyés... Je n'ai pas répondu à la deuxième partie de la question, qui était le reach score, le fait que les gens sont plus joignables. Ça, c'est un peu plus cryptique, les gens ont un peu plus de mal à le comprendre, mais en fait, c'est extrêmement simple. Nos solutions sont utilisées par des milliers de commerciaux qui contactent tous les décideurs en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne, etc., etc. Et donc, on est capable de savoir si alors sur 4 800 000 décideurs, on est capable de savoir quelle est notre capacité à avoir une réponse. Est-ce que la personne est ouverte à la prospection? Est-ce qu'elle va être facile à joindre? Ou est-ce que ça va être beaucoup plus compliqué? Donc, il y a plein de cas concret quand on est commercial ou quand on est au marketing, de savoir lui il va m'intéresser et lui plutôt il va être plus difficile à joindre. Donc ça c'est la techno, c'est toutes ces données en fait qui sont rendues anonymes au final au niveau de l'utilisateur, mais qui permettent de savoir que tel ou tel décideur va être plus facile à joindre parce que j'ai des interactions qui ont été traquées sur cette personne là, où j'ai tout un ensemble de définitions de persona qui permettent de le faire. Si vous voulez en savoir plus, vous parlerez à Quentin. D'accord? Parce qu'en plus, c'est moi qui réponds à la question alors que tu es beaucoup plus compétent que moi pour l'expliquer. Bien sûr. Ouais, comme les mails partent tous du lead owner, c'est-à-dire l'invitation, la relance, etc. Puis ensuite le scénario, est-ce qu'il n'y a pas un risque de saturer un peu le prospect de mails? Est-ce qu'on ne verra pas trop de mails effectivement à un même prospect? On segmente bien. Ce qui est important dans ce type de pratique, c'est vraiment, c'est pas de faire un mailing qui est envoyé à 200 personnes. Ça, on sait très bien que ça marche pas. Et même si votre mail il est texte, etc., il y a un moment où il faut, voilà, on fait donc c'est facile parce qu'on fait une séquence pour, comme tu l'as montré, la industrie CEO de quelqu'un qui a suivi un webinar. Donc on est quand même très, et peut-être ce scénario il est utilisé pour 20 personnes, mais c'est très rapide. Tu le crées, tu le clones, etc. Je crois pas qu'on sature et puis on laisse surtout des temps d'attente. Hein, on ne va pas. Je vous envoie un message et puis alors pour ce qui est des messages parce que c'est mixé avec des calls aussi, mais je vais pas envoyer un message 2 jours après quoi. Enfin l'horreur. Ouais. Je suis décideur, j'ai plein. Puis il peut être en vacances et puis il est peut-être en réunion, il est peut-être à Cologne en rendez-vous, etc. Donc on laisse aussi du temps. Donc c'est
c'est très important de bien savoir gérer les délais entre ces choses-là et de bien savoir rebondir. C'est une conversation. Encore une fois, c'est exactement le travail que ferait un commercial manuellement. Manuellement, il le fait, il va envoyer un mail, puis au bout d'un moment, et puis il va se mettre une tâche. Et puis il va dire, s'il ne m'a pas répondu dans la semaine prochaine, il faut quand même que je le relance. En fait, c'est exactement la même chose, sauf qu'il n'a pas à se mettre de tâches et que ça se fait tout seul. Mais on n'est pas du tout à essayer de faire des campagnes, c'est pas du tout l'idée. Et sinon, pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on n'aurait jamais ces taux, ces retours. C'est impossible d'avoir ces retours. Donc on analyse juste comment le commercial travaille, avec toutes ces petites tâches ingrates, stupides qu'il faut remettre le feedback. Il faut que je mette une tâche, il faut que j'y pense, etc. Et on automatise ça. Voilà, c'est tout simple. Mais c'est pas pour autant qu'on fait des messages non customisés. Bien sûr. Et puis ça paraît agressif dit comme ça, parce que tout est résumé en 10 secondes, mais entre l'inscription webinar, le webinar, puis le scénario d'email qui va être étalé dans le temps, on va quand même diluer le message dans un volume de temps qui est vraiment acceptable. C'est pas des mails tous les jours, loin de là. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'il faut envoyer les slides aussi à l'issue du webinar? Justement, les slides avec lesquels on a travaillé, on a présenté. Alors, vous pouvez ne pas les mettre à disposition, mais tout le monde va vous les demander. C'est clair. Non mais typiquement celui-là, il y a des chiffres. J'espère que vous n'avez pas passé 30 minutes à noter tous les chiffres sur un bout de papier. Donc parce que vous savez qu'il y a un replay, vous savez qu'il y a des slides, au moins vous pouvez être concentré sur ce qu'on essaye de raconter. Et ensuite vous aurez besoin d'avoir les chiffres, vous retrouverez. Voilà, c'est facile, on va vous envoyer les slides, vous aurez les slides. Comme tous les e-books, vous ne les lirez pas, hein, mais vous l'aurez physiquement sur votre ordinateur. Et si au besoin, vous pourrez les récupérer pour le faire. Voilà. Le pourcentage d'invités à enregistrer est de 48%. Je me demande si c'était pas de inscrits à live plutôt. 48%, bref. Sur votre slide. Oui, c'est un mouchoir de poche. Hein. On était à 46% sur les invités. Oui. Et donc, quelle est la question? Et quelle est en fait la typologie de cible qui permet d'avoir ce taux-là? Est-ce que c'est du B2B, des directeurs, des décisionnaires? C'est du B2B. Alors nous, nos cibles, elles sont toujours très simples. PDG, directeur marketing, directeur commerciaux. Voilà. Donc c'est cette cible-là. Et c'est une cible qui n'est pas plus facile qu'une autre. Voilà. Quelles sont vos techniques de relance? 3-4 mails, vous le disiez, après un webinaire. Oui, ça c'est nos techniques à nous, que j'ai présentées, je crois, justement, sur les séquences de mails. Et ça marche pour notre cible. Est-ce que ça marchera pour la vôtre? Je pense que le mieux, c'est vraiment là qu'on se parle, s'il y a des techniques de relance plus précises à l'issue d'un webinaire, en fait. C'est un bon point, ce que tu soulignes. Moi, je crois profondément que tous nos cycles de vente, que la façon dont on travaille, vraiment dans les détails de ce qu'on met en place, c'est très lié au type d'interlocuteur que vous avez. Et on ne ferait pas ce type de webinaire dans cette forme-là si on attaquait des DRH, par exemple, ou des DSI. Donc c'est toujours très important. Tout se construit sur le persona, c'est-à-dire la psychologie type de l'acheteur. Et donc, écoutez, dans ces cas-là, on peut en parler. Nous, on a plein. C'est notre grande passion, c'est d'essayer de comprendre. C'est nul comme passion, mais c'est notre grande passion, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'attaquer un DRH, qu'est-ce que ça veut dire d'attaquer un DSI, qu'est-ce que ça veut dire d'attaquer un responsable e-commerce, qu'est-ce que ça veut dire d'attaquer un PDG. Et un directeur marketing dans une boîte de 50 personnes, il n'a pas du tout la même psychologie que le directeur marketing dans une boîte de 5000. Et en plus selon les industries, etc. etc. Et on voit bien d'ailleurs, on a les chiffres qui nous permettent de savoir lesquels sont les plus compliqués à contacter, à joindre, selon les types de personas. Et c'est pour moi, l'essentiel, c'est cette conversation autour de ça, c'est qui on attaque. C'est même plus important qu'avec quel type de solution. C'est qui on attaque, une fois qu'on le comprend bien, on construit et on s'adapte autour de ça. Trouvez-vous pertinent de consulter votre base de prospects pour connaître en fait les sujets qui aimeraient être abordés par cette base de prospects, pour en fait aller axer des webinaires sur les thématiques intéressantes actuellement? Oui, je l'ai souvent fait d'ailleurs, et puis je le teste aussi beaucoup en interne, parce qu'on passe notre vie à parler à des clients. C'est pas toujours simple, vous verrez que c'est pas toujours simple, parce que les gens peuvent vous soumettre un sujet X ou Y, et en même temps il faut que vous ayez de la matière, quelque chose d'intéressant qu'ils vont pas trouver ailleurs, et qui est la dimension, qui est la bonne dimension pour tenir dans ce type de format de 30 minutes. Si demain vous me demandez, moi ce qui m'intéresse c'est, je sais pas, par exemple quand on a fait les titres des emails ou les choses comme ça, tu vois, j'ai fait des vidéos de 5 à 10 minutes, parce qu'en fait,
construire le titre d'un email, j'ai pas de quoi faire 30 minutes dessus, voilà. Ou quelles sont les signatures, comment on fait les signatures dans les mails, etc. Donc il y a tout un ensemble de vidéos, il n'y a pas la dimension. Et donc les gens peuvent vous soumettre des idées, mais après, à un moment, il y a toujours l'esprit de synthèse. Est-ce que j'ai vraiment un contenu où j'ai quelque chose à apporter sur le marché? Je vais vraiment apprendre quelque chose à mes collègues et donc à mes prospects. Et ensuite, est-ce que ça va coller dans le format? Voilà. Et donc oui, la question... Et si vous avez des idées pour notre prochain webinaire, merci de nous les soumettre. Et enfin, est-ce qu'on utilise un fond vert pour nous incruster dans la vidéo? Oui, on l'a présenté, c'est un mur. On l'a montré tout à l'heure, c'est le mur que j'ai peint. Je pourrais vous montrer encore le pot de peinture, mais alors regardez, tu voyez, c'est rigolo parce qu'en fait, comme il est vert, le pot de peinture, du coup, vous ne pouvez pas le voir. Voilà. Et je crois qu'il n'y a plus de questions, on a fait le tour. Très bien. Eh ben, très bien, on a fait 15 minutes de questions. Merci. Merci beaucoup. Alors on va pas se dire merci à nous, on va vous dire merci. N'hésitez pas, donc vous avez la vidéo qui va rester disponible là sur cette page. Vous pouvez la partager, voilà, à vos collègues notamment, si vous pensez qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés pour ça. Pour faire une simple synthèse, encore une fois, je vais juste synthétiser là-dessus. Je pense que ce qu'il faut retenir aussi, c'est le webinar, c'est pas juste pour faire de la marque et faire quelque chose de cool. En fait, derrière, c'est au-delà de la peinture, etc. C'est vraiment comment on va exploiter au maximum les prospects qui sont là, les leads qui sont intéressants, comment on construit son audience et comment à la fin c'est très 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 concret dans votre cycle de vente et dans l'influence des ventes. Voilà. Et en plus, on a vu qu'effectivement, que ce soit le marketing qui fasse la prise de contact ou que ce soit le commercial qui fasse la prise de contact, ça résout aussi un des problèmes qui est l'alignement souvent du marketing et des ventes. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui est notre média principal aujourd'hui d'acquisition. Et voilà. Et puis surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec Quentin ou avec moi si on peut vous aider. Voilà, si vous voulez creuser, si vous voulez voir en fonction de votre persona, vous voulez voir si c'est adapté. Et surtout après, parce que ce qu'a expliqué Quentin, c'est uniquement sur les webinars, mais c'est ce qu'il utilise aussi, son process qu'il utilise sur l'ensemble de ses leads. Notamment le sortant, entrant, etc. On l'utilise sur les événements, les prises de contact sur les événements, etc. aussi. Donc il y a pas mal de possibilités qui sont des effets démultiplicateurs. Donc n'hésitez pas à revenir vers lui. Vous voyez, c'est le bouton bleu en haut à gauche. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un bon repas. Voilà, il est 12h18. Très bien, nous aussi, on va aller déjeuner. Bonne journée, au revoir. Merci.